Bonsoir à toutes et à tous, il est précisément l'heure de votre JT. Soyez les bienvenus sur Monaco Info. Voici les titres. Retour sur la visite du ministre des Affaires étrangères et du Commerce extérieur de Hongrie. Il était en principauté ce mardi en visite de travail. L'occasion pour le Monaco Economic Board d'organiser une présentation économique de ce pays d'Europe centrale. Le prince Albert II s'est rendu en Italie pour célébrer les 160 ans de la Croix-Rouge italienne et les 40 ans de son comité de Bordighera. Les enjeux locaux et les engagements internationaux des fondations monégasques, telle était la thématique du petit déjeuner de la jeune chambre économique de Monaco. Et en fin de journal, nous recevrons le journaliste sportif bien connu, Gérard Rolls, qui a écrit avec son fils un livre sur 400 histoires qui ont fait la légende du plus grand événement mondial de sport, les Jeux Olympiques, juste avant les JO de Paris cet été. Le ministre des Affaires étrangères et du Commerce extérieur de Hongrie était en visite de travail ce mardi en principauté. Le prince Albert II a accordé une audience à Péter Szijjártó dans la matinée. Par la suite, un entretien entre Isabel Béro Amadei, ministre des Relations extérieures, et son homologue hongrois s'est déroulé au ministère d'État. Ce pays d'Europe centrale bordé par le Danube a fait l'objet, comme souvent lors de ce type de visite, d'une conférence organisée par le Monaco Economic Board. Reportage de Frédéric Hélion et Arnaud Imbert. Le 2 mai 2016, Monaco et la Hongrie établissaient des relations diplomatiques via la signature d'un communiqué conjoint. 8 ans plus tard, en marge de l'inauguration du consulat de Hongrie à Monaco, le Monaco Economic Board organisait une conférence business destination exceptionnelle sur la Hongrie, en présence de Péter Szijjártó, le ministre des Affaires étrangères et du Commerce extérieur hongrois. Aujourd'hui, c'était en effet exceptionnel, parce que nous avions un ministre des Relations extérieures de Hongrie qui est aussi en charge du commerce international. Donc à partir de là, pour le Monaco Economic Board, c'est ce qui s'appelle du pain béni. Nos entreprises ont été littéralement hypnotisées par son discours extrêmement percutant, extrêmement intéressant. Il ne faut pas oublier que la Hongrie, c'est un des tigres de l'Est, entre guillemets. C'est un pays qui pousse très fort, qui cultive une certaine neutralité en termes géopolitiques et qui a une stabilité politique très intéressante qui ressemble un petit peu à la nôtre. Donc, à partir de là, tous les ingrédients étaient rassemblés pour que nos entrepreneurs puissent au mieux dialoguer avec les autorités hongroises qui ont une vraie soif de connaître plus la principauté de Monaco. À la fin de la présentation du ministre hongrois, les acteurs de la vie économique monégasque ont pu échanger avec lui sur plusieurs thèmes, comme la fintech, les énergies renouvelables ou la politique fiscale des deux pays. Sans aller jusqu'en Hongrie, on quitte Monaco pour l'Italie, pas très loin. Le prince Albert II s'est rendu à Bordighera lundi soir pour les 40 ans du comité de la Croix-Rouge italienne de cette ville côtière. Frédéric Hélion et Olivier Bonello y étaient. Ovunque per chiunque, n'importe où pour n'importe qui, le slogan résume bien l'esprit de la Croix-Rouge italienne qui fête cette année ses 160 ans. Le prince Albert II était à Bordighera au Palazzo del Parco lundi soir pour célébrer un double anniversaire, puisque le comité de Bordighera de la Croix-Rouge italienne soufflait lui ses 40 bougies. 32 anni fa, conoscendo il direttore dei Securisti di Monaco, Monsieur Tornatore, abbiamo iniziato questo rapporto e siamo riusciti per la prima volta a portare un'ambulanza di Bordighera al Grand Prix di Monaco. Dopodiché nel 1994 io ad una cena a Sanremo di Croce Rossa incontrai Sua Altezza Serenissima il Principe e nacque un rapporto meraviglioso. Per noi in questo momento, ecco, ricordare la nostra storia e quindi i 160 anni della Croce Rossa italiana, i 40 anni della Croce Rossa a Bordighera, significa ricordare intanto tutte le volontarie e i volontari che sono alternati in questi decenni e che ci lasciano una Croce Rossa forte e che hanno aiutato centinaia di migliaia o milioni di donne e di uomini. Et qui dit anniversaire dit cadeau. Le souverain, président de la Croix-Rouge monégasque, a reçu un modèle réduit d'une ambulance de la Première Guerre mondiale, ainsi que la médaille des 160 ans de la Croix-Rouge italienne. Pour clôturer la soirée, l'orchestre des Carabiniers du Prince a interprété ce morceau, joué dimanche 26 mai, juste avant la victoire de Charles Leclerc sur sa Ferrari, autre illustration de l'entraide et de l'amitié monégasco-italienne.
Ce matin, au Méridien Beach Plaza, la Jeune Chambre économique de Monaco a organisé un petit déjeuner conférence sur les enjeux locaux et les engagements internationaux des fondations monégasques. 2 grands acteurs associatifs étaient les invités, la Croix-Rouge monégasque et la Fondation Prince Albert II de Monaco. Émilie Terrasson et Arnaud Imbert se sont rendus sur place. L'équilibre entre enjeux locaux et engagements internationaux est une harmonie primordiale pour les institutions monégasques. Parmi les sujets traités, le soft power de la principauté et l'avenir écologique étaient mis en avant par la Fondation Prince Albert II de Monaco. Présidée par le prince souverain, elle joue un rôle important sur la scène internationale. Nous sommes là à la fois pour évoquer les sujets qui nous rapprochent, l'humanitaire et l'environnement, les approches aussi du sujet en termes de levée de fonds, de structuration de projets et au final d'impact. Et je crois que la Croix-Rouge monégasque et la Fondation Prince Albert II partagent cette même vision de réfléchir à développer à la fois des outils, une stratégie à Monaco comme à l'international dédiée à l'impact, c'est-à-dire amener une plus-value, pouvoir changer aussi le sort de communautés locales qui souffrent à cause de conflits, qui souffrent à cause de ce changement climatique malheureusement qui s'intensifie et qui va se poursuivre dans la décennie à venir. En plus de leur présence lors de manifestations, la Croix-Rouge monégasque et ses 600 bénévoles œuvrent en principauté sur de nombreux points comme la prévention ou l'accompagnement, mais s'impliquent également sur la scène internationale. La conférence va porter à la fois sur effectivement les interventions locales, puisque c'est le cœur du sujet, également sur notre action internationale, puisque la Croix-Rouge monégasque est membre de la Fédération internationale des Croix-Rouges et des Croissants Rouges. Et donc on répond aux appels internationaux liés aux catastrophes naturelles dans le monde, aux migrations de population. Et donc c'est important de montrer qu'outre l'action locale que l'on mène, on a également un rôle à jouer au niveau international de solidarité. Trouver l'équilibre entre enjeux locaux et engagement à l'international est le moyen de perpétuer le rayonnement des fondations monégasques, tout en continuant leur implication pour l'avenir de la principauté. À partir de ce mercredi et jusqu'à vendredi, la 2e édition du Green Shift Festival se tiendra en fin d'après-midi sur la promenade du Larvoto, place Anne-Marie Campora, un festival organisé par la Fondation Prince Albert II, mais qui ne ressemble pas forcément aux autres manifestations organisées par cette fondation, où habituellement, il y a des conférences d'experts scientifiques. Là, c'est un peu différent. Entre happy hour, yoga, imaginaire écologique et pop culture. Nous sommes pour plus d'explications avec, et vous l'avez vu dans le sujet précédent, le vice-président et administrateur délégué de la FPA2, Olivier Wenden, bonsoir. Bonsoir Fabien. La 2e édition du Green Shift Festival sur la promenade du Larvoto, les 5, 6 et 7 juin. Qu'est-ce que cette manifestation concrètement ? Alors c'est un petit rêve que nous avions eu à la Fondation Prince Albert II de Monaco l'année dernière, en 2023. Il faut se le dire, hein, en pleine éco-anxiété, dans un contexte international parfois difficile, nous nous sommes dit il manque peut-être dans notre action de sensibilisation du grand public, un événement extrêmement positif, uniquement francophone, mais qui renverrait à des échanges et des conversations sur l'écologie et l'environnement, mais de manière optimiste et surtout extrêmement positive, ce qui nous semble beaucoup manquer dans le contexte actuel. Avec 3 thématiques, une chaque jour. Exactement. Donc cette année, le programme sera resserré pour la 2e édition. 3 soirées, 5, 6 et 7, autour de 3 thématiques respectives. Donc la première, il faut bien commencer par cela, c'est se reconnecter au vivant, avec la présence d'un grand chef spirituel mapuche, donc du Chili, pour lancer le sujet. Et puis, je le dis souvent, mais peut-être que le débat sur l'environnement et l'écologie est trop intellectualisé. Souvent, on reçoit des données scientifiques, on reçoit les messages souvent alarmistes des scientifiques, mais nous avons peu d'occasions au final de laisser les émotions, de laisser l'enracinement prendre le dessus. Et donc c'est ce que nous allons proposer par cette première soirée donc d'enracinement, se reconnecter au vivant, avant d'arriver le jeudi 6 à une soirée consacrée à la mer. Ce sera les imaginaires de la mer précisément. Et une dernière soirée, alors encore plus surprenante je pense pour le public qui nous suit, une soirée consacrée à l'écologie et à la pop culture. Et il y a beaucoup à dire. Oui, notamment avec des mangas. On est loin vous l'avez évoqué, des rendez-vous que la Fondation organise avec des spécialistes, des spécialistes scientifiques. Là, c'est pas tout à fait le même rendez-vous. Hein.
Non, effectivement, là, il n'y aura pas de scientifiques, pas d'experts scientifiques, en tout cas lors de ces rencontres sur scène. Le format voulu, c'est de réunir, et je remercie d'ailleurs l'ensemble des partenaires qui ont tout de suite adhéré au concept, que ce soit la Direction des Affaires culturelles, le Nouveau Musée National, la mairie de Monaco, Actes Sud, la Fondation Carmignac, bien entendu, et les rencontres philosophiques de Monaco. Donc l'ensemble de ces partenaires nous ont permis de concevoir des plateaux réunissant plutôt des artistes, des philosophes, des écrivains, des réalisateurs, des artistes, au final au sens large, pour aborder les sujets avec une corde plus sensible et en tout cas un angle bien différent de ce que nous avons l'habitude de concevoir. Donc je dirais en substance, cet événement est très complémentaire aux autres activités portées par la Fondation le reste de l'année. Quel est votre objectif ou qu'attendez-vous de cette manifestation ? Le Green Shift Festival, c'est un événement grand public, libre, gratuit, en plein air. Nous allons organiser ces 3 soirées sur la promenade supérieure du Larvoto. Donc tout le monde est le bienvenu, jeunes, moins jeunes. C'est vraiment pour toute la famille. Cette année, nous avons accentué le côté festif de ce festival. Avec un happy hour. Grâce au restaurant Sexy Tacos qui va animer un food truck lors de happy hours de 18h à 19h, où là encore, autour de ce moment de convivialité, nous donnons la parole à des associations locales pour faire leur promotion et promouvoir leurs activités avant d'engager le débat de 19h à 20h30 avec nos artistes. Donc à ciel ouvert, moment ouvert à tous et tout le monde est le bienvenu. C'est un festival dédié aux nouveaux imaginaires écologiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que sont les nouveaux imaginaires écologiques? Qu'est-ce que serait la définition? Alors les nouveaux imaginaires écologiques, ça part d'un postulat relativement simple qui pourrait être une des clés expliquant les difficultés que les dirigeants, que les patrons d'entreprise et que la société civile, c'est-à-dire nous tous au final, avons à agir. Et cette clé de compréhension peut être la suivante. Lorsque nous découvrons des films, des documentaires ou lisons des romans, la plupart du temps, si ce n'est tout le temps, la vision proposée à moyen long terme, c'est un futur au mieux sur Mars ou un avenir sur Terre très sombre, si ce n'est tragique. Et je dois dire qu'au final, à part le film Demain de Cyril Dion, la liste est difficile à établir de films et de documentaires extrêmement positifs où nous aurions, nous humains, réussi la transition écologique que nous attendons tous, dans un monde où nous pourrions nourrir 10 milliards d'habitants, où nous aurions réussi une transition écologique, c'est-à-dire aboutir à une économie totalement décarbonée. Bref, tout ce que nous essayons de faire au quotidien, nous ne rêvons pas à un futur plus ou moins lointain dans lequel nous aurions réussi l'ensemble de ces défis. Donc c'est ça les nouveaux imaginaires collectifs, c'est proposer une lecture réaliste, scientifiquement juste, mais positive du monde en 2050 ou 2100. C'est ça notre défi. Le Green Shift Festival, 2e édition, du 5 au 7 juin de 18h à 20h30 sur la promenade du Larvoto. Olivier Venden, merci d'avoir répondu à mes questions. Avec plaisir Fabien. Des images qui ont fait sensation ce midi sur la place du Casino. C'est l'une des vedettes du salon Top Mark. Le prince Albert II a pu découvrir la Cybertruck de Tesla, pas encore commercialisée en Europe, ce qui est le cas aux États-Unis depuis 2023. Le souverain a pris le volant de ce véhicule électrique au look futuriste pour faire un tour dans les rues monégasques jusqu'au Grimaldi Forum où se tiendra le salon Top Mark du 5 au 9 juin. En foot, la saison est à peine terminée qu'il faut déjà penser à la reprise. L'AS Monaco en sait davantage sur son programme de pré-saison, avec notamment un retour au centre de performance prévu pour la dernière semaine de juin et qui s'étalera sur 8 semaines. Durant cette préparation, les Monégasques affronteront plusieurs formations dans le cadre de matchs amicaux, avec un premier adversaire déjà confirmé, le club de Feyenoord Rotterdam, le mercredi 31 juillet. Vive le sport, c'est une des phrases qu'il a prononcées de nombreuses fois sur Antenne 2, puis sur France 2. Gérard Rolls vient de coécrire avec son fils un livre sur les histoires passionnantes des Jeux Olympiques de l'Antiquité à nos jours. Et il est avec nous. Gérard Rolls, bonsoir. Mais bonsoir, plaisir d'être avec vous. Également, la légende des Jeux, 400 histoires, d'où vous est venue tout simplement l'idée? C'est la suite d'une belle aventure, puisque mon éditeur Grunt, qui a eu l'idée il y a déjà maintenant 12 ans de nous lancer sur 100 histoires de légendes. Avec mon fils Julien, on écrit donc, c'est notre 13e livre, et comme ça fonctionne, l'éditeur a dit, allez, on continue. Et évidemment, il y avait les Jeux dans l'actualité. C'est un événement absolument considérable et qu'on a un peu critiqué comme d'habitude, parce que c'est quand même un des sports favoris des Français. C'est ce que j'allais dire, on aime bien critiquer. Bashing. Oui.
Voilà, critiquer. Bon, moi, je suis pas du tout dans ce système-là. Donc, je dis que c'est un événement considérable, que c'est la 3e fois où Paris va recevoir les Jeux, 1900, 1924, 2024. Et donc, l'actualité bah, nous pointait du doigt en disant, allez-y, racontez-moi des choses à propos des Jeux, quoi. Et de coécrire avec son fils, ça doit être un immense plaisir, j'imagine. Ah, c'est génial. C'est génial parce que d'abord, alors, il faut le savoir quand même, c'est pratiquement 1 an de travail tous les jours, tous les matins. Ce qui est aussi formidable, oui, c'est qu'on se téléphone et qu'on se voit pour comparer nos textes. On se partage les histoires. Moi, je suis plutôt histoire historique, les jeux de l'Antiquité et les jeux du passé, ceux que j'ai vécus depuis 1984, depuis Los Angeles. Et lui était plutôt dans la recherche d'histoire, mon Julien, les histoires nouvelles, les statistiques, les choses comme ça. Donc, on échange sans arrêt. Alors, il y a aussi un vrai problème de génération. Il écrit sur son ordinateur et moi, j'écris encore à la main. J'écris à la main, à la plume, à l'encre marron. Et je lui envoie les photos de mes textes. Voilà. Et on compare et on se rend compte que finalement, on a pratiquement le même style. Donc, ça, je ne sais pas, en relisant dans le livre quelques histoires, si c'est lui ou si c'est moi qui les avons écrites. Et que découvre-t-on justement dans ce livre parmi, me racontez peut-être pas toutes les 400 histoires, hein, mais quelques anecdotes de votre choix. Qu'est-ce que vous pourriez nous raconter? Qu'est-ce qu'il y a dans le livre? Moi, je commence d'ailleurs, je fais un spectacle sur les Jeux olympiques, là, où je vais jouer encore demain à Versailles et dans les jours qui viennent à Marseille. Oui, ça fait 2 ans que ça tourne, ce spectacle. Hein. Oui, exactement. Donc, je commence par exemple par raconter ça, qui est une philosophie, qui est ma philosophie de vie, qu'on retrouve dans le sport et qu'on devrait retrouver dans la vie. Ne jamais rien lâcher. Jamais rien lâcher. C'est typique dans le sport. Un tireur hongrois, dans les années 30, c'était le meilleur du monde, il tirait au pistolet. Mais il n'était pas officier, donc il n'a pas été sélectionné pour les Jeux de 1936 à Berlin. Donc il continue de s'entraîner avec la main droite, il est droitier. Il se fait pulvériser la main par une grenade. Et ne jamais rien lâcher, ça veut dire pour lui prendre l'arme à gauche, devenir gaucher, commencer à tirer et redevenir l'un des meilleurs du monde, à tel point que en 1948, il va être champion olympique avec la main gauche et en 1952, il a encore la médaille d'or. Vous imaginez le type qui a une prothèse à la main droite et qui commence à tirer de la main gauche et qui devient champion olympique. Voilà, c'est tout ce que j'aime et en particulier, c'est des histoires qu'on retrouve dans le livre. Vous l'avez évoqué, c'est un travail de dingue, j'imagine, de répertorier avec votre fils comme ça 400 histoires. Oui, et en particulier, on va de l'Antiquité à aujourd'hui. C'est-à-dire que je raconte, par exemple, Coubertin, qui a été un visionnaire absolu, a rénové les Jeux, mais en même temps qui était misogyne. Bon, il a bloqué les femmes pendant une 20aine d'années. Et Coubertin, cette année, doit se retourner dans sa tombe parce que c'est la parité. Il y a 10 pardon. C'est la parité. Il y a pas la parité, voilà, vous avez raison. 10 500 athlètes à Paris pour les Jeux de 2024. La parité, pour la première fois, la parité totale. Il y aura autant de femmes que d'hommes parmi les athlètes des Jeux olympiques. Et ça, à mon avis, Coubertin, à mon avis, même au ciel, il doit mal le prendre. Les prochains Jeux à Paris, justement, comment vous abordez cette compétition, ces Jeux? Alors, ça va être extraordinaire. Bon, il y a un risque énorme, il faut l'avouer, sur l'histoire de la cérémonie d'ouverture. Parce que se balader avec 180 bateaux, plus de 180 bateaux sur la Seine avec les immeubles qui sont autour, ça c'est sûr. Mais en même temps, il faut prendre des risques dans la vie. Et c'est un défi formidable, cette cérémonie d'ouverture. Voilà. Ensuite, il y aura le problème du nombre de médailles. Le record pour l'instant, c'est 43 médailles pour la France. Et donc 15 médailles d'or à Atlanta. Je pense qu'on doit être normalement, même avec le boosté par le public français, je pense qu'on doit être à peu près dans cette zone-là, d'avoir une 40aine de médailles, ça serait bien. Moi, j'y crois à ces Jeux. Je crois, même si on a du mal à circuler, mais là, je ne vais pas me percer dans la critique facile. On est en train de monter des estrades en ce moment à Paris et ça bloque la circulation. Mais bon, ça fait partie aussi des choses. Hein. Vous, à Monaco, on le sait, lorsqu'il y a le Grand Prix, évidemment, on ne circule pas de la même façon. Et on gère, et on sait gérer. Mais en même temps, c'est un grand spectacle. Exactement. Et justement, il y aura des athlètes monégasques qui représenteront donc la principauté au JO. Et pour la petite histoire, c'était il y a 100 ans, en 1924, à Paris, que Monaco a remporté sa seule médaille de bronze, dans une discipline qui est assez originale maintenant, c'est en architecture.
Oui, oui, parce que ça existait au Exactement. début. Il y avait poésie, il y avait même dans l'Antiquité, il y avait l'art oratoire, le chant et architecture, oui. Mais ça, c'est du passé. Hein. Ça, Ouais, c'est du absolument. passé. Aujourd'hui, maintenant, on a le breakdance, on a Exact. le surf, on a le Exact. skate, on a le basket 3-3. Et Ouais. tout ça, c'est des sports extrêmement spectaculaires. Donc, Bien ça va, sûr. je pense qu'on va avoir des grands jeux. Je l'espère, j'espère. Je le rappelle en tout cas, Légende des Jeux, 400 histoires qui ont fait la légende du plus grand événement mondial de sport aux éditions Grund, écrit par Gérard et Julien Holz. Merci d'avoir répondu à mes questions. C'est un grand plaisir, un grand plaisir. Merci. Vive le sport. Exactement, merci. Charles Leclerc vous a sûrement fait vibrer, pleurer même avec sa victoire ici chez lui en Principauté. La suite du championnat de Formule 1 ce week-end au Canada. En attendant, du côté de Monaco, les tribunes qui vous accueillaient sont en plein démontage. Un challenge pour les équipes, comme nous l'explique Romain Pugliese, commissaire général adjoint à l'Automobile Club. Une semaine après le Grand Prix, nous avons déjà bien avancé au niveau du démontage, puisque de nombreuses structures sont déjà démontées, notamment une grande partie de la tribune T, une partie de la direction course, plusieurs tribunes. Donc on avance très rapidement. La circulation dans Monaco est un véritable défi, tant pour le montage que pour le démontage. Donc nous devons nous adapter et faire en sorte de travailler en dehors des périodes les plus chargées au niveau circulation, mais de manière générale, ça se passe très bien. Le plus gros défi dans le démontage est de démonter toutes les structures en un temps record, puisqu'en 3 semaines et demie, tout doit être retiré pour les événements suivants, c'est-à-dire la fête de la musique et le jumping. Donc nous devons respecter à la lettre le planning de démontage. Ça va beaucoup plus vite, bien évidemment, que le montage, mais c'est un challenge très important. Petite veste ou maillot de bain, quel temps nous attend ce mercredi, Christina ? Eh bien, vous pourrez vous accommoder des deux, Fabien. Ça sera plutôt petite veste le matin, car les nuages seront nombreux et le temps frais avec seulement 17 degrés affichés au thermomètre. Mais l'après-midi, enfin, vous pourrez enfiler votre maillot de bain avec le retour du soleil et un climat plus estival, les températures avoisinant les 23 degrés. Et puis sinon, demain, nous fêterons les Igor. Merci Christina. Les photos de fin de journal sont consacrées aujourd'hui à ce véhicule au look cyberpunk dont nous vous avons parlé et qui a été présenté au souverain à l'occasion du salon Top Mark, le Cybertruck de Tesla. Ce sont des clichés de Frédéric Nébinger. On se retrouve mercredi, 19 h, pour un nouveau journal. En attendant, passez une très belle soirée. Au revoir.